Bonjour. Donc, je vais faire la conférence aujourd'hui. Comme sûrement beaucoup parmi vous, j'ai une relation amour-haine avec WordPress. Donc, le hacker en moi adore WordPress, le gars de sécurité en moi un peu moins. Donc, le but est vraiment de couvrir un petit peu l'aspect attaque, protection, audit. Donc, ou si vous préférez, on va parler de WordPress sécurité. Parce qu'on s'entend, WordPress a vraiment une habitude d'être piraté, d'être vu dans les médias comme une plateforme vulnérable, avec raison. Donc, on va voir vraiment pourquoi, c'est quoi les lacunes de cette plateforme-là et de quelle façon qu'on peut la rendre plus sécuritaire et dans un contexte de test d'intrusion, trouver des vulnérabilités à l'intérieur. Donc, je suis professionnel en sécurité de l'information. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille en sécurité de l'information comme telle. Je suis directeur des opérations chez Horizon Cumulus, qui est une firme qui fait de l'hébergement web. Donc, en hébergeant des plateformes, on doit dealer avec tout ce qui va avec, y compris tout l'aspect piratage et sécurité. C'est ma deuxième conférence au Hackfest, donc je ne devais pas être si pire que ça pour qu'ils me réinvitent. Donc, si je ne me plante pas, peut-être il va y avoir une troisième dans 2 ans. Donc, je fais une centaine d'interventions par année sur des plateformes WordPress, soit pour réaliser des audits de sécurité, donc s'assurer qu'ils soient sécuritaires, conformes, qu'ils ne se fassent pas pirater. Souvent, j'interviens dans des contextes post-incident. Un site web a été piraté. De quelle façon il a été piraté? C'est quel plugin qui est en cause? C'est quoi les backdoors qu'on a laissés sur le site? Comment on procède à la décontamination du site Internet? Je travaille sur des mandats d'hébergement web, donc c'est sûr que WordPress est souvent hébergé. Des projets de migration de plateformes de CMS et je donne des cours et des formations en développement sécuritaire aussi. Je ne suis pas un développeur WordPress. Je suis meilleur pour briser des trucs que pour en développer, comme beaucoup de hackers comme tel, mais j'ai malgré tout un background de programmation, donc je suis en mesure de comprendre bien les impacts. Pourquoi qu'on va parler de la sécurité WordPress? Parce que WordPress est estimé à environ 20% des sites Internet. Si je demande à ceux qui ont un site WordPress dans la salle de lever la main, donc on a quand même ceux qui ont déjà piraté un site WordPress, ceux qui ont les deux. Donc, WordPress, ça touche tout le monde. On va avoir un beau-frère, une belle-sœur, un employeur, un partenaire qui va avoir une plateforme WordPress. Et à l'inverse, tous les sites qu'on visite à chaque jour, souvent, il va en avoir des WordPress. Donc, si vous allez sur une boutique en ligne pour faire des achats avec votre carte de crédit, ben, peut-être que vous allez vouloir savoir si la plugin qu'ils utilisent, le site est déjà piraté avant de leur envoyer votre carte de crédit. Donc, la sécurité WordPress, c'est vraiment un écosystème et le but, c'est qu'on couvre un petit peu les différents éléments. Donc, on va parler de WordPress. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est sûr que WordPress reste une application web. Je ne vais pas vous parler de WASP, du top 10, de l'injection SQL, du cross-site scripting, parce que, bon, vous êtes tous des hackers ou une partie d'entre vous, puis il y a d'autres conférences qui vont porter sur vraiment la sécurité web. On va voir qu'est-ce qui est un peu plus spécifique à WordPress au niveau des attaques, de la détection et de faire de l'analyse de code source pour identifier des plugins qui ont des vulnérabilités à l'intérieur. Ce n'est pas non plus une conférence sur WP-Scan pour les pentesters puis le monde qui connaissent, qui est un utilitaire en ligne de commande qui va nous lister, voici les plugins vulnérables, voici l'énumération des utilisateurs comme tels. Je pense que je le cite dans un exemple comme tel, mais ça ne couvre pas vraiment le fait qu'on voit tous les éléments de WP-Scan. C'est voir ce qui est spécifique au niveau de WordPress pour identifier les vulnérabilités. Donc, full disclosure, évidemment. Les thèmes et plugins cités ont été avertis des vulnérabilités. Certains ont fait des corrections, d'autres non. Donc, oui, il reste quelques 0D à l'intérieur du code source qu'on va voir et des plugins qui vont être cités. Donc, happy hacking. Mais soyez responsables. Donc, on va commencer par l'aspect attaque. Souvent, WordPress est vu comme étant une plateforme très sécuritaire et le monde qui vont parler de la sécurité WordPress vont dire c'est les plugins qui sont en cause, c'est les développeurs qui sont en cause, c'est les utilisateurs qui sont en cause, mais c'est jamais le corps de WordPress qui est en cause. En fait, c'est faux. WordPress de base est très insécure comme plateforme. Progressivement, il y a des options qui sont rajoutées à l'intérieur,
mais ça reste une plateforme qui est foncièrement non sécuritaire. Il faut faire une distinction entre exploitable de base, donc si vous installez un WordPress à jour, avec aucune plugin, c'est sûr que votre WordPress va être un peu sécuritaire. C'est comme avoir une Volkswagen, la laisser éteindre, puis dire que elle ne pollue pas. C'est normal. Là. WordPress, quand on commence à l'utiliser, c'est là que ça devient dangereux comme tel. Par défaut, WordPress, il n'y a aucune journalisation à l'intérieur. Tout ce que vous faites dans WordPress, c'est même pas sauvegardé dans le cloud, ça disparaît. Donc, les seuls logs qui vont rester, c'est les logs au niveau du serveur web. Les logs au niveau du serveur web, il y a très peu d'informations à l'intérieur parce que les noms d'utilisateurs ne vont pas être gardés et il y a beaucoup de méthodes qui sont post, dont les paramètres ne sont pas journalisés dans la configuration Apache. Donc, vous savez qu'il y a une attaque, vous savez qu'elle vient de l'Ukraine, de la Russie, de la Chine, mais vous n'avez aucune idée de ce que la personne a fait à l'intérieur de votre WordPress par défaut. Il n'y a aucune intégrité. WordPress ne va pas détecter que quelqu'un a été mettre une backdoor à l'intérieur de votre site Internet. Donc, par défaut, c'est du PHP. Donc, du moment que ça compile, qu'il n'y a pas une erreur de syntaxe, WordPress va fonctionner. Par défaut, WordPress diffuse sa version. On va le voir tantôt, donc c'est très facile d'identifier les sites WordPress. Ils ont même la même structure, les versions des plugins, les versions des composants, donc c'est très facile de les identifier. Il y a un API qui est le XML RPC qui fait partie à l'intérieur. Ça aussi, ça permet d'exposer différentes attaques. Comme beaucoup de systèmes WordPress, c'est des ID séquentiels. Donc, on part le 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça devient très facile comme ça d'identifier les ID de page d'utilisateurs. Et la cryptographie, elle est vraiment faible. En fait, elle est plus que faible. On va avoir des extraits tantôt. Je veux dire, si vous voulez faire de la crypto comme un amateur et un stagiaire, faites de la crypto comme WordPress. Donc, attaque principale qu'on voit contre les plateformes WordPress, de base, il y a la diffusion de versions. C'est-à-dire au monde, j'utilise une vieille version de WordPress, piratez-moi. Donc, ensuite, on tombe dans l'énumération d'utilisateurs qui, par défaut, est activée. Donc, vous êtes en mesure de lister tous les comptes utilisateurs valides à l'intérieur d'un serveur WordPress. Ensuite, il y a le brute force, parce que par défaut, WordPress n'a aucune protection contre le brute force. Donc, si vous voulez essayer un dictionnaire de 1000 mots de passe, jamais WordPress va vous bloquer de base. Il va vous autoriser à faire le nombre d'attaques de dictionnaire que vous désirez. L'autre type d'attaque qu'on va voir beaucoup, c'est du remplacement de contenu. Donc, les gens ils vont vouloir aller mettre des liens souvent pour du SEO. Donc, ils vont aller vouloir remplacer la page d'accueil, mettre des liens de farming, mettre ça au niveau du footer, au niveau du contenu. C'est des attaques automatisées qu'on voit quand même beaucoup. On voit de plus en plus de portes dérobées à l'intérieur. Donc, les gens mettent des backdoors. On va en voir une un peu plus tard de comment c'est programmé pour pouvoir exécuter du code et accéder à de l'information sur votre plateforme WordPress. La catégorie spam, ça a été une des premières à être attaquée sur WordPress. Le but, c'est de vraiment trouver des formulaires de contact et mettre des informations pour envoyer des courriels non sollicités et mettre du contenu comme tel. On a tout l'aspect accès non autorisé et contournement de mesures de sécurité logique. Historiquement, WordPress était utilisé pour faire des microsites. On faisait notre blog personnel à l'intérieur. Il y avait un utilisateur, c'était le compte admin, puis tout le monde était bien avec ça. Progressivement, WordPress devient une solution qui est mise en place pour des sites beaucoup plus importants, des portails d'information, des sites transactionnels. Donc, tout l'aspect de sécurité logique devient beaucoup plus important parce qu'on a une catégorie d'utilisateurs à l'intérieur. Donc, on a du monde qui vont simplement accéder, s'abonner, mettre du contenu, avoir des membres. Donc, toute la sécurité logique devient beaucoup plus importante. Au niveau de la diffusion de versions, c'est simple. Par défaut, comme tout bon programme open source, WordPress vient avec un readme.html qui indique le numéro de version. Pourquoi faire simple? On peut faire compliqué. Et il y a un générateur qui se rajoute avec la version comme telle, donc WordPress avec la version de WordPress qui va être indiquée. Au niveau de l'énumération d'utilisateurs, c'est très simple. Vous prenez n'importe quel site WordPress et vous rajoutez à la fin auteur égale un numéro séquentiel. Donc, on commence avec le numéro 1, 2, 3 et on incrémente comme ça. Ça va vous faire une redirection vers auteur avec le nom de l'auteur comme tel. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut énumérer tous les utilisateurs de sites WordPress. J'ai parlé de WP Scan un peu plus tôt.
On peut faire la même méthode avec wp-scan, enumerator, user, et ça va nous lister comme ça tous les comptes utilisateurs valides et les ID. J'ai pris les statistiques d'attaque par dictionnaire d'un site, veut dire qu'on héberge rien pour avoir un point de vue statistique. En moyenne, on a entre, mettons, veut dire 2000 et 15 000 attaques de dictionnaire, veut dire par mois, pour un seul site. En fait, si on prend la somme cumulée de l'ensemble des sites sur lesquels j'interviens, on en a 7000 par jour d'attaques de dictionnaire, tout user et tout site confondu sur un pool de peut-être une centaine de sites Internet. C'est énormément de trafic qui est utilisé. Au niveau des attaques comme ça de dictionnaire, il y a plusieurs approches. Donc, ça, c'est l'approche un peu botnet. Donc, il va y avoir 250 adresses IP qui vont cibler un seul site WordPress. Ils vont prendre leur dictionnaire de mots de passe, ils vont le segmenter entre l'ensemble du botnet. Donc, ça permet de scanner rapidement et advenant qu'il y a des mesures en sécurité pour bloquer l'attaquant, ça devient beaucoup plus difficile de bloquer 250 attaques d'un botnet que de bloquer une adresse IP spécifique. L'autre, qu'est-ce qu'on voit, qui est en règle générale des scripts chinois sans aucune intelligence. Je parle des scripts, là. Donc, ils vont attaquer, veut dire vraiment une adresse IP qu'ils vont tester à répétition. Donc, si ça leur prend 2 heures de scanner leurs 5000 mots de passe, ils vont passer comme ça tous les noms d'utilisateurs parce que jamais WordPress va les bloquer comme tel. Maintenant, il y a de plus en plus de plugins en sécurité qui bloquent les sites de façon automatique. Donc, l'approche qui va être prise, c'est vraiment de dire on va y aller par micro. Donc, l'attaquant va cibler 1 million de sites Internet. Il va essayer un mot de passe sur ce million de sites Internet-là. Ensuite, il va attendre, il va prendre un autre mot de passe et il va y aller comme ça sur l'ensemble des sites Internet. Donc, jamais il va être bloqué parce que plutôt que de tester son mot de passe en continu, il est étendu sur des sites Internet. Dans notre cas, en fait, toutes les erreurs d'authentification sont combinées sur l'ensemble d'un serveur central. Donc, quand quelqu'un scanne plusieurs sites en parallèle, on l'intercepte de la même façon parce qu'on centralise ces logs-là d'authentification, mais par défaut, souvent, ce n'est pas le cas. L'autre catégorie qu'on remarque au niveau des attaques, c'est des exploits génériques dans des templates et des plugins. Ça, c'est des scanners qui vont vérifier certaines versions précises de vulnérabilité pour identifier comme ça tous des patterns et des pages. Sûrement, vous avez moindrement que vous faites des tests d'intrusion, vous avez travaillé sur des WordPress ou vous avez un WordPress qui s'est fait pirater. On l'a vu que WordPress SEO a eu des vulnérabilités. Révolution Slider a été piraté. Donc, souvent, c'est des plugins qui sont quand même très communs, qui sont utilisés sur un gros pool de sites Internet et que c'est ces plugins-là qui vont se faire pirater. On remarque aussi de plus en plus du malware qui est distribué sous forme de plugin. Au début, le monde piratait un WordPress, allait mettre du contenu à l'intérieur. Le monde détectait que le site s'était fait pirater, remettait le site en fonction, où il y avait des mises à jour qui se faisaient, puis toutes les modifications comme ça devenaient, désuètes parce que le site était remonté. Qu'est-ce que les hackers ont commencé à faire depuis environ, quelques années? C'est de packager leur malware et leur backdoor sous forme de plugin. Quand ils piratent un site, ils installent une plugin. L'administrateur du site pense que c'est une plugin qui est officielle. S'il y a une migration, la plugin elle va suivre. Si la personne fait une réinstallation d'une plateforme WordPress, il va réinstaller la même plugin. Donc, de façon transparente, le malware va tout le temps rester fonctionnel. Donc, on va en prendre un pour exemple. Donc, on voit déjà qu'à l'intérieur des commentaires, il y a un premier backdoor qui a été rajouté, que si on voit la request WSM, on va inclure la request WSM. En fait, ça permet à un attaquant d'aller loader n'importe quel fichier, soit externe si c'est activé au niveau de PHP, soit interne, pour comme ça avoir accès à un document. Ensuite, si on continue dans le plugin, on voit qu'on a un add action admin init. Cette méthode-là en WordPress permet de définir une fonction qui va être automatiquement exécutée à chaque fois qu'un administrateur se connecte. Donc, ça l'assure que si un administrateur se connecte au site pour vérifier si le site a été effectivement piraté, mais en se connectant, la plugin va l'intercepter et réexécuter son programme.
Les plugins de WordPress sont contrôlés par version. En règle générale, si un hacker a réussi à rentrer sur votre site, il a identifié une plugin qui était vulnérable. Qu'est-ce qu'un hacker veut éviter de faire? C'est que vous mettez à jour vos plugins avec une version qui va corriger cette vulnérabilité-là. Pour ce faire, on a un exemple ici que la plugin fait, c'est qu'elle va ouvrir la plugin vulnérable. Dans ce contexte-là, c'était main.wp child, et elle va aller remplacer le numéro de version à l'intérieur par une version qui est déjà patchée et plus élevée que la version en circulation. Comme ça, quand WordPress va vérifier les plugins, il va dire qu'il n'y a aucune mise à jour de disponible pour cette plugin-là parce qu'il n'y a pas de version équivalente dans le SVN de plugin de WordPress. Donc, la personne elle va vérifier ses numéros de version. Elle va croire qu'elle est conforme, qu'elle est sécuritaire parce que les versions coïncident, alors qu'elle utilise encore l'ancienne version qui est vulnérable. C'est simplement, quand je vous disais un peu plus tôt qu'il n'y avait pas de vérification d'intégrité, on envoie un exemple. Les versions, c'est simplement un commentaire d'un document texte qui peut être réécrit. Et ensuite, on a un contenu comme ça qui va être remplacé. En fait, le contenu de cette plugin-là fait, du moment qu'il y a un accès, enregistre à l'intérieur un document que je t'envoie en paramètres et ensuite exécute-les. Comme ça permet à l'attaquant de pousser de nouvelles versions de sa backdoor s'il y en a une. Sinon, ça va être son ancienne backdoor qui va être réexécutée de façon automatique tant qu'il ne va pas en pousser une nouvelle. Comme ça, c'est le même backdoor qui roule en continu. L'autre élément qu'on a un peu plus loin, si on descend dans le plugin, c'est un Ajax callback. Tantôt, on va parler justement de la sécurité puis l'audit au niveau des callbacks. Donc, le fait que ce soit un Ajax, ça permet à un attaquant d'invoquer une méthode qui va être exécutée sur le serveur sans être authentifiée à votre serveur web. Dans ce contexte-là, il prend la plugin et tous les arguments, il va l'exécuter. Donc, ça permet à l'attaquant d'exécuter n'importe quelle commande sans être authentifié sur votre serveur web. Donc, ils vont vraiment intercepter comme ça les fonctions WordPress pour mettre des fonctions à l'intérieur qui vont leur permettre de repirater le site et d'y accéder à distance. Tout ça avec un nom de plugin, évidemment, qui s'appelait, WordPress Admin Sécurité, pour être sûr qu'il n'y ait personne qui va la désactiver, parce que qui voudrait désactiver la sécurité WordPress? Donc, au niveau des techniques d'audit, WordPress est beaucoup plus sympathique que d'autres solutions parce qu'on a plusieurs éléments d'accessible. Si vous avez une cible que vous désirez vérifier sur Internet, vous êtes en mesure quand même de connaître le thème qu'elle utilise, si c'est un thème commercial, un thème open source, quel plugin qu'elle utilise. Est-ce que c'est des plugins premium, des plugins qui sont open source? Quelle version de la plugin elle utilise, télécharger le code source des mêmes plugins et vous montez un WordPress local qui va représenter sensiblement le même environnement de votre cible. Donc, ça vous permet comme ça d'avoir un environnement pour tester en parallèle puis vérifier le code source. Parce qu'on va voir tantôt au niveau des plugins, il y a plusieurs vulnérabilités disponibles. Souvent, les sites WordPress vont nous permettre de nous inscrire. Si c'est une boutique en ligne, on peut créer un compte. Donc, ça va nous donner déjà plus d'accès qu'un simple utilisateur, parce qu'on va devenir quelqu'un qui a un profil WordPress, on va avoir des cookies de session qui vont nous être attribués. Donc, ça devient beaucoup plus simple pour un attaquant de s'inscrire. La recherche, par défaut, elle est active et souvent, il y a du contenu de recherche qui va être indexé par défaut, qui est de l'information sensible. XML RPC, on en a parlé au niveau des API, les versions exposées et l'énumération d'utilisateurs. Donc, on peut quand même, de base, avoir une vision externe, sans avoir accès au code source interne de comment fonctionne le site Internet. Pour vous montrer un environnement de test et audit, ça vous prend un environnement idéalement LAMP ou AMP, ça vous prend un serveur web, MySQL, PHP, n'importe quelle plateforme avec Kali Linux fonctionne parfaitement. Ça vous prend WordPress, évidemment, à un moment donné. Donc, soit vous allez chercher le zip au complet, vous installez une nouvelle version, ou vous pouvez l'avoir avec Git. Donc, vous prenez simplement la branche de la version que vous désirez tester. Ça évite d'avoir un paquet d'environnements à gérer. Donc, vous avez un environnement que vous mettez à jour selon la plateforme que vous désirez tester. Ça vous prend un navigateur web, ça reste du web, un WASP Mantra ou un autre, et ça vous prend un proxy inversé. Personnellement, j'aime beaucoup Burp Suite Pro
Donc, je crois qu'il y a eu une formation hier, il y en a eu l'année passée sur cet outil-là. Il y en a une version, je veux dire, sans frais, que quelques modules de moins, mais qui vous quand même permet d'intercepter les communications. Les communications qu'on va vouloir intercepter, dont on va les voir, c'est les calls AJAX, ces affaires-là. Donc, c'est pour faire des man in the middle, puis manipuler comme ça les cookies et les informations. Évidemment, si vous êtes en mode pentest, essayez de reproduire les versions de PHP, de WordPress et d'Apache de la cible, parce qu'il y a des plugins qui vont être vulnérables sur certaines plateformes de PHP, parce que c'est PHP qui a une version vulnérable ou qui a une fonction à l'intérieur. Donc, plus que vous allez calquer l'environnement de la cible, plus facile ça va être de vérifier si elle est sécuritaire ou pas. Au niveau de WordPress, il y a différents plugins que vous pouvez installer pour vous aider quand vous voulez procéder à des outils de plateforme WordPress. La première, c'est Debug Bar qui est fait par WordPress.org. Donc, ça va rajouter un petit menu debug à l'intérieur. Qui n'aime pas d'avoir des options de débogage quand on veut piloter quelque chose? Donc, ensuite, il y a le Debug Bar console qui vous permet d'exécuter du code PHP directement. Donc, souvent, vous allez vouloir faire une petite vérification rapide sans aller en console exécuter du code PHP. Donc, ça vous permet d'exécuter du code PHP dans le contexte d'exécution de WordPress. Donc, d'avoir des résultats de variantes ou aller interroger la base de données. Shortcode, on va le voir plus tard, c'est un des composants qu'on vous allez auditer beaucoup. Web Template permet d'avoir le nom de la template en haut que vous voulez tester. Dans un thème, il y a plusieurs pages web différentes. Donc, la page d'accueil, c'est une template. L'article, c'est une template. Un produit, c'est une template. Donc, quand on fait un audit ou un test d'intrusion, on ne veut pas seulement tester une page sur le site WordPress. On doit tester l'ensemble des pages et des différentes templates parce que chaque page peut avoir des modules différents et une programmation différente. Donc, ça devient très important de savoir ce qu'on teste. Et à l'inverse, même si on a des pages avec deux visuels complètement séparés, probablement que c'est basé sur la même programmation derrière, donc on ne veut pas les retester en double inutilement. On doit activer deux options au niveau du WP Config. WP Debug qui va activer le mode debug et l'option Save Query qui va enregistrer le log de tous les accès à la base de données. Donc, ça va vous sortir le log SQL, ce qui facilite les recherches ensuite pour trouver de l'injection SQL, par exemple. Comme ça, si vous mettez certains paramètres, vous allez pouvoir voir votre log SQL et voir votre paramètre dans quelle requête SQL il va être exécuté. Il y a d'autres plugins à Debug Bar, Post Type, Hook, Filter, Role. Donc, on va les voir et on va les couvrir un peu plus tard. Donc, quand vous allez cliquer sur le menu Debug, vous allez avoir comme ça apparaître la liste de toutes les options et les sous-modules. On va en couvrir un peu plus tard. Par défaut, il va vous montrer comme ça tout le code, veut dire SQL et include. On va vous mettre de base d'une certaine information. L'ensemble n'existe pas, tout a une cause, une raison d'être, surtout en WordPress. Donc, WordPress est souvent prévisible. De base, les numéros de pause, c'est des numéros séquentiels. Donc, ça devient facile à identifier les numéros, les users. Donc, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça devient très facile à tester. Il y a beaucoup d'options et de plugins qui veulent utiliser Time. Time, c'est le temps en secondes. Ça devient facile, encore une fois, de déterminer c'est quoi le time. Si vous voulez le faire en WordPress, appelez wp-admin, admin.ajax.php, action égale heartbeat. Vous allez avoir un paramètre qui va dire time du serveur avec le nombre de secondes exactes. Donc, si vous faites un test d'intrusion et que vous savez qu'une des variables, c'est le temps, vous faites une demande en même temps pour avoir le heartbeat et vous allez avoir sensiblement le même résultat que la programmation interne de WordPress va utiliser au niveau du temps, parce que c'est vraiment le time tel que retourné par le serveur WordPress. Unique ID, encore une fois, c'est des pseudo aléatoires basés sur le temps. WPRAM, c'est la fonction aléatoire de WordPress qu'on va revoir dans quelques minutes. MicroTime, c'est un peu mieux, parce que c'est basé sur le nombre de microsecondes, puis mterand, encore une fois, c'est du pseudo aléatoire. WPRAM, la magique fonction de nombre aléatoire de WordPress. Elle sert à déterminer tous les nombres aléatoires, les hashes de mots de passe, les codes de réactivation des mots de passe temporaires, vos cookies de session. Donc, tout ce qui est aléatoire, de base, vient de WPRAM. Donc, on voit que comment elle est initialisée. C'est un micro-time
combiné avec un MT-Rank, il fait un Unique ID et il fait un MD5 de tout ça. On est en 2015. Donc, ensuite, comment il va continuer à faire son pool de valeurs aléatoires? Il va faire un SHA-1 de sa première partie, il va la concaténer à sa deuxième partie. Donc, d'abord, la deuxième partie du nombre aléatoire est directement dépendante du premier bloc de nombre aléatoire. Donc, ce n'est pas des nombres qui sont complètement aléatoires, c'est vraiment une cascade qui s'accumule comme ça. Ensuite, l'autre, encore une fois, c'est basé sur les deux premières valeurs, mais combinées avec le seed. Et finalement, pour le prochain mot de passe aléatoire, on refait un MD5 du seed existant et de la valeur aléatoire. Donc, c'est pas mal les mêmes chiffres qui vont revenir de fois en fois. Donc, on peut déterminer facilement comme ça, puis avoir certains patterns, parce que c'est pas vrai que c'est complètement des nombres aléatoires qu'on va avoir. Ça devrait être corrigé avec la version 4.4, après 17 mois d'intenses efforts et de discussions en disant peut-être qu'on pourrait faire mieux et utiliser les nombres aléatoires du système d'exploitation. Donc, 17 mois. Donc, encore une fois, ce n'est pas encore dans le corps, c'est planifié pour être intégré. Donc, ça devrait être basé sur les mêmes fonctions que OpenSSL au niveau des nombres crypto que fournit le système d'exploitation avec de l'entropie. Entre-temps, par contre, on a une excellente plateforme WordPress avec des nombres aléatoires faibles. R&D value est une variable globale de WordPress. Donc, vous pouvez la définir à n'importe où et dire, plutôt que de recalculer tes nombres aléatoires, parce qu'en fait, WordPress va générer ça, puis ensuite, il va aller prendre les nombres aléatoires qu'il a besoin. Quand il manque de nombres aléatoires, il va régénérer une nouvelle chaîne avec le même pattern. Il va avancer comme ça. Donc, ça, c'est son buffer de nombres aléatoires. Si vous le définissez par défaut à une valeur très longue, dont un WP config, il va prendre ces nombres-là tant qu'il peut, puis par la suite, il va commencer à générer ses propres nombres aléatoires. Si vous définissez ce nombre-là à l'intérieur et vous faites une demande de reset de mot de passe, vous allez vous apercevoir que la clé qui va vous être retournée pour resetter le mot de passe va être PPPPP. Parce qu'en fonction de cette clé-là, de nombre aléatoire, il va vous générer une clé de mot de passe identique. Donc, si un attaquant va mettre quelque part dans un de vos thèmes ou un de vos sites WordPress, veut dire une clé statique au niveau des nombres aléatoires, il va toujours être à mesure de déterminer c'est quoi les resets de mots de passe qui vont être faits. Encore une fois, c'est une variable à initialiser quelque part, ça laisse très peu de traces à l'intérieur du système. À l'inverse, n'importe qui peut aller lire en programmation cette valeur-là. Si un attaquant va lire cette information-là, donc, il peut aller prévoir c'est quoi le prochain mot de passe qui va être généré. Parce qu'encore une fois, le mot de passe veut dire dépend exactement de la valeur de random value. Donc, on n'a rien besoin d'appliquer la même logique, mais simplement de ne pas aller déduire les nombres aléatoires qu'il y a à l'intérieur. L'attaquant va être de cette façon-là en mesure de prévoir les prochains mots de passe. Donc, si quelqu'un est en mesure de configurer, de se mettre une backdoor qui va modifier ces nombres aléatoires-là, il y a un contrôle total sur l'ensemble des éléments aléatoires, mot de passe, code de réinitialisation, et on le voit plus loin au niveau des cookies. L'autre élément que WordPress utilise pour avoir des nombres aléatoires et des sessions, c'est les nonces et les sessions. Donc, c'est des clés qu'il va définir de façon aléatoire. Donc, c'est à chaque installation que vous faites, ça va générer comme ça des clés aléatoires. Toute la cryptographie que WordPress fait au niveau de ces sessions, des nonces, c'est basé sur ce contenu-là. Si ça devient de notoriété publique, donc vous piratez un site web, une directory de directory traverseur qui vous permet d'accéder au WP config et vous avez accès à ces informations-là, vous pouvez déterminer une autre partie des informations aléatoires qui vont être générées par WordPress. Donc, si on prend les cookies, par exemple, WordPress va générer 2 cookies quand vous êtes authentifié. La première partie en rouge, c'est le MD5 du site Internet. Donc, ça, c'est facile. Vous êtes en mesure de le présumer parce que vous prenez l'URL du site Internet, vous en faites un MD5, vous allez avoir comme ça les informations et de quelle façon que le cookie va être nommé. Donc, si vous désirez faire de l'interception de cookies sur un Wi-Fi et autres, vous savez que c'est un site WordPress, vous savez c'est quoi la plateforme, l'URL, ça devient facile de déterminer quel cookie vous devez intercepter. Ensuite, la deuxième valeur est le mot de passe et le code utilisateur comme tel.
Ensuite, c'est l'expiration du mot de passe. Ensuite, c'est encore une fois un mot de passe de 47 caractères, 43 caractères aléatoires. Si vous contrôlez l'élément d'avoir la chaîne de nombres aléatoires, vous êtes en mesure de déterminer, veut dire, c'est quoi la valeur de ce cookie-là. Et finalement, c'est une clé qui va être combinée pour prouver l'intégrité des premières informations qui est concaténée avec le username, le mot de passe, l'expiration et le token. Donc, si vous contrôlez à la fois les nombres aléatoires et vous savez c'est quoi les clés de chiffrement qui sont utilisées sur le poste de travail, sur le serveur WordPress de la personne, vous êtes en mesure de déterminer c'est quoi les cookies qui vont être utilisés. Ou sinon, je ne suis pas un spécialiste en crypto, mais vous pouvez quand même simplifier les brute force au niveau des sessions en fonction de jeux beaucoup plus petits. Donc, les nonces qui sont générées, c'est sensiblement le même élément. Donc, quand WordPress, vous voyez un WP nonce dans une URL, c'est l'équivalent d'un token pour être sûr que ce ne soit pas un autre utilisateur qui puisse cliquer sur le lien et faire une action. La façon que c'est construit, c'est en fonction d'une plage horaire, donc 12 ou 24 heures. Donc, à chaque fois que vous voyez un WP nonce, ou que vous en interceptez un sur un Wi-Fi public, par exemple, vous avez en 12 et 24 heures pour l'exécuter. Après ça, il va être expiré puis il ne fonctionnera plus. Mais il y a quand même une longue période de temps possible entre le moment que vous l'interceptez et le moment qui peut être utilisé. Ensuite, vous avez besoin des informations, l'action qui est passée en paramètre, le code utilisateur, donc un UID, et le token qui est basé sur le cookie utilisateur. Donc, encore une fois, si vous avez intercepté les cookies de l'utilisateur, mais vous avez l'élément manquant pour terminer et générer un nonce parce que ça vous prend le cookie utilisateur pour créer le nonce. Donc, on peut encore une fois falsifier et modifier ces informations-là si vous avez toutes les informations à l'intérieur. Quand on tombe au niveau des autres vecteurs d'attaque qui sont spécifiques à WordPress, bon, on a parlé beaucoup des attaques de prédiction. On va avoir les shortcuts, qui est vraiment une procédure de WordPress qui permet d'intercepter et d'en mettre du contenu, du texte qui va être remplacé. On a du Ajax, on a les hook filters et on a des manipulations de WP Query. Petite note sur le WordPress multisite. WordPress, on peut en faire une installation autonome ou on peut en faire une installation sur un réseau de sites Internet. C'est souvent utilisé par les compagnies qui offrent de l'hébergement web en disant plutôt que de gérer 48 installations WordPress, on va en mettre une seule avec les plugins qu'on veut et tous les sites de nos clients vont être des sites autonomes, mais sur la même plateforme. Donc, ils ont toutes leur URL dédiée, mais les utilisateurs sont globaux. Les plugins sont activés globalement et attribués par site. Le problème de ça, c'est que c'est une segmentation logique de la base de données. Si un site Internet se fait pirater, la totalité des sites Internet du réseau vont se faire pirater. WordPress ne segmente pas comme tel, c'est simplement que c'est mis dans un sous-dossier ou dans un autre élément, ou c'est un ID au niveau de la base de données. Et il y a plusieurs plugins qui ne vont pas le filtrer correctement. Donc, on pourrait prendre une plugin vulnérable sur un site Internet pour aller chercher des informations sur un autre site Internet sur le même réseau. Parce que par défaut, la programmation, ils n'ont pas mis les filtres pour fonctionner correctement sur du multisite. Donc, plugins, il y en a plus de 30 000 plugins répertoriés. N'importe quel idiot peut soumettre une plugin. N'importe quel idiot peut installer une plugin sur son WordPress. Il n'y a aucune assurance qualité. N'importe qui peut comme ça prendre des plugins, les mettre. En fait, la seule fois que WordPress mentionne sécurité quand on soumet une plugin, c'est ça serait le fun, ça serait sécuritaire, puis on ne peut pas envoyer de spam avec. Donc, il n'y a pas vraiment de processus automatisé pour déterminer tout ça. Donc, même chose pour le développement, les signatures numériques, l'identité de la personne qui met une plugin. Donc, si vous trouvez que le Google Store est insécuritaire avec les applications Android, c'est encore pire avec les plugins WordPress. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir rechercher à l'intérieur du code source? Les mentions WP Ajax, NoPriv ou WP Ajax. Ça nous permet de déterminer qu'il va y avoir des hooks de programmation qu'on va comme ça pouvoir aller intercepter et auditer. La différence entre NoPriv et celle qui n'en a pas, c'est que le NoPriv, on peut l'utiliser sans être authentifié à WordPress. Donc, n'importe qui d'anonyme sur Internet peut aller invoquer ce script-là Ajax,
alors que par défaut, les autres scripts Ajax, on doit être authentifié. D'où shortcode, on va revenir un petit peu plus tard pour aller les intercepter. WP-load, c'est-à-dire que la plugin va vouloir charger au complet le système de WordPress. Donc on sait qu'on peut aller réagir à l'intérieur de ça. Call user function et exec, c'est parce qu'on va savoir qu'il y a du code qui va être exécuté dynamiquement. Donc, qu'est-ce qu'il y a des init à l'intérieur, request, post, get cookie et les fonctions de fichiers comme tel. Donc, si on prend un exemple au niveau de la prévision, on avait une vulnérabilité similaire dans MainWP. La façon que lui qui gérait ses fichiers cookies était très simple. Il prenait le ID du site Internet, qui était encore une fois un nombre séquentiel. Il en faisait un SHA-1. Et pour plus de sécurité, il faisait un deuxième SHA-1. Et il enregistrait ça directement dans un dossier exposé sur Internet. Si on est en mesure de déterminer comme ça, c'est quoi les codes, encore une fois, parce que c'est des codes génériques, on peut aller récupérer comme ça les informations de cookies qui étaient gardées à l'intérieur de la plugin. Et on pouvait récupérer comme ça directement les cookies d'authentification, parce que la plugin, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se connecte sur un autre site Internet et elle simule à être un utilisateur authentifié. Pour gagner en performance, ils ont décidé de préserver les cookies pour pouvoir se réauthentifier sans refaire une authentification complète à chaque fois. Donc, quelqu'un qui aurait piraté le serveur qui avait cette infrastructure-là était en mesure de pirater l'ensemble des sites enfants, parce qu'encore une fois, WordPress ne fait pas de validation en fonction de l'adresse IP. Si vous récupérez des cookies comme ça, on peut simplement les reprendre et les réexploiter. Donc, au niveau d'Ajax, on l'a parlé, qu'est-ce qu'on va rechercher souvent, c'est des Ajax avec nos privilèges. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel utilisateur peut l'exploiter. C'est des vecteurs out of band, donc on peut les exploiter en parallèle des accès au site Internet. Et la façon qu'on va le faire, c'est simplement en invoquant. Je veux dire adminajax.php, puis on va pouvoir les invoquer de cette façon-là. Si vous avez installé le toolbar, vous allez avoir les informations à l'intérieur aussi. Donc, toutes les calls Ajax vont être mentionnées. Donc, ça vous évite d'aller vérifier le code source manuellement. On va prendre une plugin au hasard, WP-Lead. Elle a une option à l'intérieur qui permet comme ça d'appeler une fonction en mode non authentifié. Si vous prenez quelques temps pour vérifier c'est quoi que la fonction qui va être utilisée, ça va interroger post-meta. Post-meta, c'est toutes les métadatas associées à un article de blog. Et ça va vous les retourner sur forme de JSON. Donc, n'importe qui peut aller interroger les métadatas de l'ensemble de votre site Internet et de les exporter. Ce qui devient intéressant, c'est que si vous utilisez WooCommerce stocke au complet les informations de vos commandes clients comme métadata. Donc, l'attaquant peut simplement passer par cette vulnérabilité-là à l'intérieur, qui est, by the way, toujours 0D, et accéder comme ça à l'ensemble des métadatas. Les métadatas, c'est des nombres séquentiels comme le reste. Donc, un attaquant peut parcourir votre base de données et aller exporter au complet les infrastructures que vous avez à l'intérieur. Shortcut, c'est un petit peu similaire. Donc, c'est vraiment du texte. Donc, il faut avoir minimum un accès en écriture sur une page web. Donc, un accès contributeur est correct pour pouvoir mettre du code avec des métadatas comme tel. Souvent, c'est intégré au thème, aux informations comme telles. Souvent, ce n'est pas vraiment sécurisé parce que c'est des fonctions helper que les développeurs de thèmes et de plugins font pour rendre la job plus facile. Vous pouvez y accéder via le debug menu aussi ou faire une vérification. Si vous voulez faire du cross-site scripting sur des plateformes WordPress, surtout si vous êtes un utilisateur qui n'est pas administrateur, vous avez beaucoup de lacunes. Les apostrophes, des quotes, les retours de ligne, c'est remplacé par du code HTML et fonction. Des WordPress, une fonction, c'est que ça script qui va purger comme ça tout le contenu HTML avec certaines fonctions mots-clés quand on n'est pas un utilisateur qui a le droit d'envoyer des informations à l'intérieur. On va prendre une autre plugin, toujours non patché non plus, qui permet de mettre des shortcuts comme tel. Normalement, la façon que ça fonctionne, c'est que vous pouvez mettre un tag et ça va vous mettre un slider de photos.
Tout le monde qui a un site WordPress a probablement une plugin de slider de photos, là. Donc, dans ce contexte-là, la plugin, par défaut, met un div, mais c'est un paramètre comme ça qui est personnalisable. Si on dit simplement WordPress, plutôt que de même mettre une balise div, mets-moi une balise script, ça va passer. Parce que la façon que WordPress fonctionne, il ne va pas analyser le contenu qui est retourné par les shortcodes comme étant des éléments dangereux. Parce qu'en fait, le programmeur qui fait un shortcode voudrait peut-être mettre du code JavaScript. Donc, ce n'est pas filtré par défaut. Donc, toutes les plugins qui vous permettent comme ça de mettre du contenu à l'intérieur qui ne serait pas filtré, vous permet comme ça d'attaquer. Donc, dans ce contexte-là, il faut mettre du code qu'on ne peut pas mettre d'apostrophe, pas mettre de guillemets, pas mettre de retour de ligne. La façon la plus simple, vous encodez votre code JavaScript, vous mettez ça dans un formulaire, vous dites c'est safe, ça passe à travers tous les scripts. Et ensuite, on dit évalue le premier formulaire que tu vois en le décodant. Et WordPress va l'exécuter et le JavaScript il va s'exécuter sans aucun problème parce que ça passe à travers les plateformes de filtre de la plateforme WordPress. Donc, même chose ici. Il y a aussi des fois des possibilités de faire de l'injection à l'intérieur de shortcodes. Donc, si c'est des shortcodes qui sont paramétrables, on peut en passer d'autres à l'intérieur et mettre des shortcodes dans des shortcodes. Donc, ça devient comme ça facile à contourner certaines mesures en sécurité. On plugin qui n'ont pas voulu donner suite à mon courriel d'avertissement. Donc, ils vont savoir qu'un 0D avec la présentation. Donc, installation 400 000, c'est toujours pas corrigé. Ne pas utiliser dans vos environnements. Okay. Donc, on a un exemple ici de fonction d'un shortcut qui est fait. Donc, on peut passer deux arguments, une valeur par défaut et un filtre. Quand on commence à aller voir la programmation comme telle, on s'aperçoit que le filtre qu'il utilise, en fait, il va exécuter une fonction PHP qu'on passe en argument. Donc, si on fait un shortcode et on dit, utilise ma valeur par défaut wp-config et mon filtre, c'est file get contents, il va aller simplement lire le fichier wp-config et me l'afficher. Parce que c'est ça qu'on a demandé au shortcode de faire. N'importe quel utilisateur qui a des rôles contributeurs peut mettre ça en place. Si on prend la même plugin, encore plus simple, il y a une fonction qui permet de générer un tableau en fonction d'une URL. Si vous passez directement à l'intérieur, que votre URL, c'est wp-config, ils vont vous lister au complet chaque ligne que vous avez à l'intérieur de votre fichier de configuration. Login MySQL, mot de passe MySQL, clé d'encryption. Donc, des plugins comme ça qui ont des vulnérabilités à l'intérieur, il y en a énormément. Souvent, ils ne vont pas être identifiés par des programmes de scanner de vulnérabilité parce qu'il faut avoir les bons arguments et prendre le temps de comprendre comment la plugin fonctionne. Mais du moment que vous déterminez comment elle fonctionne, il y a énormément de vulnérabilités qu'on peut exploiter à ce niveau-là. Autre élément qu'on va vérifier, c'est les post types, savoir ceux qui sont publics. Les permissions et les rôles, ceux qui sont publics. Encore une fois, on va chercher des permissions qui ont été attribuées par erreur à l'ensemble des groupes utilisateurs. Des fois, les plugins gèrent mal leur groupe en sécurité, donc ils vont attribuer ça à du monde qui sont normalement pas privilégiés pour le faire. Donc, ça vous permet d'aller injecter, de manipuler ces plugins-là, même si vous ne les voyez pas, parce qu'ils ont été mal programmés. Il faut faire aussi attention aux erreurs de logique à l'intérieur des plugins. On a un exemple ici que normalement, ça devrait afficher un CAPTCHA. Par contre, il va vérifier si c'est spécifiquement un widget qui s'affiche d'un caractère à l'intérieur, donc dans votre sidebar comme tel. Donc, si vous manipulez les paramètres, vous êtes de cette façon-là en mesure de contourner la sécurité et de vous en servir comme un open relay. Au niveau de la protection, je déteste pas mal tous les plugins en sécurité parce que vous avez vu comment c'est facile de pirater du WordPress, le nombre de lacunes qu'il y a à l'intérieur au niveau des nombres aléatoires, de l'accessibilité des fichiers de configuration. Donc, demander à une plugin WordPress de se sécuriser elle-même. Encore une fois, je pourrais faire une analogie avec Volkswagen qui s'audite elle-même. Donc, vous comprenez l'analogie. Donc, souvent, on va vouloir que la sécurité soit au maximum externe au niveau de WordPress comme tel. Les modules qu'on va mettre à l'intérieur, c'est rien qu'au niveau de la prévention.
qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Supprimer la visibilité, enlever le readme, enlever la version, mettre un robot.txt pour diminuer l'indexation et les références sur Internet, mettre à jour WordPress, le thème, les plugins, supprimer tous les plugins non utilisés. Quand vous désactivez une plugin, si la vulnérabilité est à l'intérieur même de la plugin, donc on peut l'invoquer directement, elle va demeurer active. Donc, on peut quand même contacter des scripts PHP, puis WordPress n'empêche pas son exécution. Il va simplement désactiver les hooks automatiques de cette plugin-là. Par contre, tous les documents qui sont dans le folder de la plugin peuvent continuer d'être accédés. Donc, désactiver une plugin vulnérable, souvent, ce n'est pas suffisant. Au niveau de la protection contre le brute force et l'énumération, on va utiliser du htaccess pour le bloquer simplement. J'aime beaucoup l'approche d'utiliser fail to ban pour directement les bloquer au niveau du firewall. Encore une fois, c'est plus simple de gérer au niveau de la protection au réseau. Encore une fois, ça va dépendre de l'attaquant comme tel, mais quelqu'un qui vient d'un serveur en Russie ou en Ukraine pour essayer de loguer le mot de passe, probablement c'est une meilleure utilisation de votre bande passante de simplement le bloquer temporairement sur une période de temps pour qu'il contacte votre serveur web. On va vouloir prendre des mécanismes en sécurité externe, veut dire des WAF externes, des sécurités, veut dire quand ça script, veut dire CXS, qui est une infrastructure de sécurité comme telle, qui permet de mettre des blacklists puis des whitelists sur des mots-clés. Donc, s'il détecte qu'il y a du contenu douteux à l'intérieur d'une plugin, ça va vous générer comme ça des avertissements. Donc, il va vous dire, attention, cette plugin-là utilise telle fonction sensible, et ça, vous savez que vous êtes peut-être mieux de faire un audit et de vérifier. Auditez les plugins que vous utilisez, limitez le nombre de plugins à seulement ceux qui sont nécessaires. Encore une fois, sur les 30 000 plugins, la majorité, c'est des plugins qui ont des vulnérabilités. Donc, prenez des plugins connus, ceux qui ont du support comme tel. Limitez les utilisateurs WordPress à ceux nécessaires comme tel. Donc, WordPress doit être traité plus comme un système d'information, comme rien comme une plateforme de diffusion. Il y a des informations à l'intérieur, il y a des informations sensibles à l'intérieur. Donc, ça doit être vraiment analysé et géré comme ça au niveau du risque. Ce n'est pas un système autogéré. Si vous laissez votre WordPress à l'abandon pendant 1 an, ben, vous allez vous rendre compte que votre blog est utilisé par des Russes ou des Chinois et autres. Donc, toujours vous arranger que les sites web soient bien à jour. L'image de sécurité de WordPress n'est pas toujours très bonne, avec raison. Vous avez vu pourquoi. Il y a un paquet de vulnérabilités à l'intérieur qui n'attendent que d'être découverts. Donc, mais progressivement, ça s'améliore. Je vous remercie pour votre présence et à l'organisation du Hackfest. Je vais être disponible au salon des conférenciers si vous avez des questions par la suite. Donc, j'ai un blog, moi, il est en WordPress. Puis, je suis sur LinkedIn, donc françoisharvey.ca. Ça me fait plaisir de vous avoir